Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une révision d'une Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin. C'est une montre, comme son nom l'indique, vraiment très mince, ça doit faire environ un tout petit peu plus de 4 mm d'épaisseur, mais on verra ça un peu plus tard. Et je vais aussi vous parler des 2-3 petites choses qu'on a rencontrées durant la révision. Alors, c'est parti pour la vidéo. Et on commence tout de suite par voir ce qui ne va pas, et ce qui va d'ailleurs, sur cette magnifique montre. Donc au niveau du cadran et des aiguilles, il n'y a pas de souci, jusque là ça va. Donc, comme je vous disais juste avant, l'épaisseur vraiment fine, 4 mm, tout petit peu plus. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il manque une pièce. Elle m'a été fournie dans un petit sachet à part, puisque la montre avait été démontée par un horloger avant, et il n'avait pas réussi à avoir de pièces, puisqu'il y a des vis cassées dans l'arbre de barillet. Donc le but, ça va être de remettre ça en état. Bon, sinon, le boîtier, on voit, il est pas mal rayé. Il a bien vécu. On voit aussi le bracelet, mais bon, ça c'est un détail. Il est en train de, je sais pas ce que c'est comme bracelet, quel âge il a, mais il est en train de fondre dans mes doigts. Un peu bizarre. Fais bien attention en enlevant le bracelet. Pareil, le boîtier, les cornes. Et de l'autre côté de cette montre, il y a un fond vitré pour pouvoir admirer ce super mouvement, qui là en l'occurrence ne fonctionne pas. Mais au niveau des fonctions, la mise à l'heure tourne, pas de problème à ce niveau-là. C'est déjà un point positif. Et ce qu'on peut constater, c'est un petit coup sur la boîte, mais je pourrais pas y faire grand-chose, et puis un petit peu de saleté. Ça fait un moment qu'elle a pas été révisée, celle-là. Et c'est parti pour le démontage. On commence par enlever les vis de fond. Et on va enlever la tige de remontoir. Bon, je suis désolé d'avance, il manquera quelques morceaux au niveau de la vidéo. J'étais très concentré sur la révision et un peu moins sur le fait de filmer. Mais j'ai fait au mieux. Bon, une fois qu'on a retiré la tige de remontoir, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de saleté à ce niveau-là, du moins. Quelqu'un qui a perdu un morceau de perruque. Donc, on commence par enlever tout ça. Il y avait de quoi faire, j'aurais dû sortir le peigne. Ensuite, on enlève les vis de fixation qui maintiennent le mouvement dans la boîte. Et par précaution, on va refermer le fond. Seulement avec 2 vis, ça ira très bien. Ah, par exemple, j'ai oublié de filmer que j'enlevais les 4 vis qui maintiennent la lunette du fond. C'est pas trop important. Et on peut constater un petit peu de saleté sur tout le tour. Mais rien de bien méchant. On sort cadran mouvement par l'avant. Et on va pouvoir aligner les aiguilles, qui sont hyper bien finies d'ailleurs. C'est des aiguilles Dauphine. Il y a une moitié qui est polie et l'autre qui est sablée. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Et après, je sais que les aiguilles Dauphine sont assez fragiles, ont tendance à pas mal se déformer quand on les remet en place surtout. Donc j'espère que ça se passera bien à ce niveau. Et on va mettre le cadran de côté, bien en sécurité. Là, je vais enlever une bague qui est ultra fine, qui se met autour du mouvement une fois qu'on a posé le cadran. Et je vais enlever la roue des heures. Un autre constat au niveau du barillet, du coup, il manque pas que le rocher, il n'y a pas juste les vis cassées seulement. Et quand j'ai retourné le mouvement, voici ce que ça m'a donné. Première surprise. Le couvercle de barillet n'est pas du tout clipsé, pas du tout en place. Et il est complètement déformé. Il y a quasiment un trou, tellement ça a été forcé, puisque je vous montrerai plus tard, mais il y a une petite
un petit ergot sur le ressort qui permet de le positionner exactement au bon endroit. Donc on enlève la chaussée et on passe de l'autre côté du mouvement, côté pont. Et on peut voir de très jolies finitions sur ce mouvement avec les vis bleues, franchement ça donne super bien. Et l'épaisseur, je crois qu'il est de 1,85 mm. Donc pas appuyer trop fort sur les pièces, ça risque de plier assez rapidement. Et on commence à démonter le balancier spirale avec son pont. Et quelque chose que j'ai oublié de signaler, retouche de tous les outils pour être bien adapté aux vis et même les bruxelles quand on attrape les composants, ça évite qu'ils ne sautent des bruxelles. Ça évite de les abîmer, de marquer les ponts. Et les tournevis, ça évite de marquer les vis. Comme vous voyez, les vis bleues, si le tournevis flotte et qu'il vient frotter dans le fond, ça a tendance à marquer et à enlever le bleu et ça se voit vraiment très vite. Alors, on retouche les outils avant tout. On enlève le pont d'encre, qui est vraiment aussi ultra fin. Je pense que je vais l'utiliser ce mot tout au long de la vidéo. On enlève la lyre. Je fais attention au cas où ça s'enlève. Ça a l'air de tenir. Vous verrez plus tard que j'ai eu encore quelques petites surprises. On enlève un contre-pivot. Oui, d'ailleurs, il y a un système anti-choc pour la roue d'échappement. Et on démonte le pont. Au niveau du démontage, pas spécialement de soucis. Juste faire très attention parce que même les roues sont plutôt bien finies, sont cerclées et les intérieurs de bras, entre chaque bras, tout est anglais. Donc pareil, faut éviter de les marquer, ça serait dommage. Ah, là, comme on peut le voir, il doit y avoir un peu d'huile qui colle les deux roues ensemble. Une fois que le rouage est enlevé, on passe au pont de barillet. On enlève la roue de couronne avec le noyau de couronne qui est venu avec. On démonte le cliquet. Et on peut retirer le pont de barillet. Bon, je vous montre pas chaque dévissage, hein, ça vaut pas là forcément le coup, enfin c'est pas très utile. J'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est pas encore fait et de me dire dans la vidéo comment tu trouves la vidéo et de me donner ton avis et j'essaierai d'améliorer tout ça au niveau du son, de la qualité, de la lumière et j'essaierai de faire au mieux pour les prochaines vidéos. Donc on peut retirer le barillet. On fait attention comme il est ouvert, ça serait dommage que le ressort ne saute. Et comme on peut le voir, la platine est ouverte parce que c'est un barillet suspendu. Comme son nom l'indique, il est suspendu dans le pont de barillet et il ne tourne pas dans la platine. C'est grâce à ça notamment que le mouvement peut être aussi fin. Donc voilà la petite particularité. Une fois qu'on a démonté le côté mouvement, on passe au côté cadran. On enlève le sautoir de tirette qui maintient toutes les roues. Enfin, qui maintient. Les roues sont venues avec parce que il y a de la graisse et elles sont un peu collées au pont. Rien d'anormal. Ensuite, on enlève la bascule. Pour ça, je tire un tout petit peu le ressort pour déverrouiller la bascule. Et on peut retirer le reste. Je viens d'évisser la tirette qui est tombée et je peux enlever la tige de remontoir avec les deux pignons. Il me reste plus que les contre-pivots et l'Inca platine à enlever. Et j'ai pas filmé cette partie justement. Et la première lyre a sauté. Donc je pensais que ça tenait.
Mais j'ai malheureusement pas eu cette chance et ça me l'a fait sur les quatre systèmes anti-choc. Donc un dernier composant à démonter, le barillet, et on peut voir l'arbre de barillet est en deux parties. La partie que je viens de retirer, c'est là où il y a les vis cassées dedans. Ça par chance, j'ai réussi à en dégoter un et on peut démonter le reste. J'ai pas filmé le démontage du ressort, vous commencez à avoir l'habitude. Et là, on peut voir dans le tambour de barillet la petite encoche, enfin le trou qui vient accueillir justement un des deux ergots que je parlais un peu plus tôt, qu'on peut voir ici de chaque côté de la bride. Ça permet de bien maintenir le ressort en place. Et on passe au nettoyage. Donc là, pas grand chose à dire. Pour une fois, ça c'est, enfin par rapport à d'habitude, où les pièces sont bien plus vieilles, l'essence a fait le job très très vite. Les huiles étaient loin d'être sèches, donc ça c'est nettoyé super rapidement. Et la surprise que j'ai eue, enfin la surprise, petite, petit bricolage qui avait été fait par le passé, il y avait pas mal de colle sous le rocher, donc quelqu'un avait essayé, malgré les vis cassées dans l'arbre, de recoller le rocher. Donc un coup d'acétone et c'est parti très facilement. Maintenant que toutes les pièces sont propres, on peut passer au montage et on commence par assembler le barillet. Ici, on voit bien le petit ergot du ressort qui est en place dans le tambour. On lubrifie avec la 1300 au niveau du pivotement de l'arbre de barillet. J'ai mis de la 8200 sur le ressort et on peut mettre en place la première partie de l'arbre de barillet. Bon, pour faire ça, vaut mieux prendre des bruxelles en laiton quand on appuie comme ça, ou en bronze comme celle que j'ai, pour éviter de marquer les pièces. On visse les trois vis. On vient lubrifier la partie qui viendra tourner dans le couvercle. Là, on voit bien que c'est ultra déformé. Tellement déformé en fait que j'ai pas pu le clipser tout de suite. J'ai dû écraser le pourtour du couvercle car ça rentrait vraiment pas. Et c'est pour ça qu'il est tombé quand j'ai retourné le mouvement au départ. Il était complètement écrasé et ils ont forcé. Et il y a presque un trou dans le couvercle du coup. Alors une fois que j'ai réussi à le refermer, j'ai voulu remettre les lires en place. Voici un petit extrait de ma tentative de remise en place. C'était franchement long. Au bout d'un moment, j'ai coupé la caméra. J'ai repris un peu mes esprits, soufflé un coup, et une demi-heure plus tard, j'ai réussi enfin à remettre la lyre. Donc c'était pas chose gagnée. Franchement, c'était parce que je voulais pas les perdre, alors je faisais très attention et j'ai pu enfin passer à la suite. Donc huilage au niveau du contre-pivot. Je remets en place le contre-pivot. On referme la lyre. On remet le premier bras. Enfin, on essaye. On peut huiler le contre-pivot et remettre le chaton en place pour les redéposer dans la platine. Du coup, je n'étais pas très confiant avec ces lyres et je faisais vraiment très très attention. Mais j'ai eu encore des surprises, comme vous pouvez le constater maintenant. Voilà. J'en avais un peu marre. Bon, ça va, j'ai eu de la chance, ça s'est remise en place assez vite celle-là. Mais
Ouais, très compliqué à ce niveau-là. Je pensais vraiment qu'elle tiendrait mieux que ça. Bref, une fois ces petites péripéties terminées, on peut continuer avec la lubrification des deux pignons, avec la petite technique de les remettre directement sur les tiges, sur la tige, quand la platine est ouverte au niveau de la tige, justement. C'est assez pratique. On lubrifie le pivotement de la vis de tirette. On met de la 9504 dans la gorge qui viendra accueillir le plot de la tirette. On la met en place et on visse. Une fois que c'est fait, on continue avec la lubrification du pignon coulant, là où va venir se positionner la bascule. On lubrifie là où pivote la bascule, justement. J'ai un peu la tremblote au moment où j'ai fait ça. Trop de café, certainement. Voilà, elle est bien en place dans la gorge du pignon coulant. Et on va mettre les points de graisse aux endroits où il y aura du frottement, donc entre la tirette et la bascule, et entre la bascule et le ressort qu'on va mettre juste après. Voilà, celui-ci. Donc là, c'est pratique puisque il n'est pas sous tension tant que la vis n'est pas mise. C'est la vis qui va venir le positionner complètement et qui va créer la tension du ressort, justement. Que besoin de moins d'attention que sur les ressorts fils. Un petit coup de rodico pour enlever le surplus de graisse qui a débordé sur la bascule. Vraiment une tremblote impressionnante. Je découvre en même temps que je fais le montage, alors c'est pour ça que je rigole un peu. Donc on met la HP 1300 sur tous les endroits de là où vont pivoter les trois roues entre les deux renvois et la roue de minuterie. Et on peut fixer le frein de tirette ou le sautoir de tirette. Deux petits noms suivant les écoles. Ça peut varier au moment où vous recherchez vos pièces aussi. Une fois que c'est fait, on vient lubrifier entre le plot arrière de la tirette et le sautoir justement de tirette. Un petit point de graisse. J'ai pas mis tous les points de graisse de tout parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'étais pas assez concentré sur la vidéo. Bon, c'est pas plus mal pour cette montre hein, d'ailleurs. Mais du coup, il va manquer deux, trois petites parties. Une fois que le mécanisme est monté, on retourne le mouvement et on installe le rouage. Ici, sur la route centre, on va lubrifier directement sur l'axe avec de la HP 1300 avant de la remettre en place. Et une fois que c'est fait, on met bien les roues le plus à plat avant de mettre le pont. Des fois, les pivots tombent directement dans les trous, donc c'est plus rapide. Une fois que le rouage est libre et que les pivots sont bien dans les pierres, on pose les vis et il n'y a plus qu'à serrer. On continue avec la pose du barillet. Et comme vous pouvez le voir, il manque une grosse partie. J'avais pas fait du tout attention, mais la caméra ne tournait pas. Donc il manque la pose du pont de barillet et roue de couronne et cliquet. Et je m'en suis aperçu à cet endroit-là. J'allais pas tout redémonter pour vous faire la vidéo. De temps en temps, je le fais, mais là, je voulais éviter de perdre du temps. Alors, on passe directement à la suite avec la pose du rocher. Donc on peut ensuite fixer grâce aux trois vis neufs que j'ai reçus avec l'arbre de barillet. Et on serre bien le tout sans trop forcer pour éviter de les recasser, ça serait dommage. Elles sont petites aussi celles-là. Donc on
Et on peut continuer avec la pose de la roue d'échappement et son pont. Une fois que c'est en place et que ça tourne, on va pouvoir le fixer, mettre la vis et passer à la lubrification du système anti-choc. Je vais essayer de faire attention à la lyre, pas qu'elle se sauve, c'est vraiment une galère sinon. Et si je la perds, pour en retrouver une, c'est assez compliqué aussi. Maintenant que c'est fait, c'est une bonne chose. On a pu retourner là-dessus. Je vous montre comment tourne le rouage. Je m'en doutais un petit peu, j'avais vu une petite marque sur la roue justement, je pense qu'elle a reçu un coup à un moment donné. Et là on le voit bien, elle a tendance à pas tourner très rond, enfin très plat en tout cas. Donc j'ai effectué une retouche, je mettrai le lien dans la vidéo, dans la description. J'avais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, savoir comment retoucher une roue voilée. Donc voilà ce que ça donne après la retouche. Il reste un petit défaut, mais franchement ça a déjà bien amélioré le truc. Et on peut passer à la suite avec la pose de l'encre et du pont d'encre. L'encre aussi est très très fine. Elle est anglais sur tout son pourtour. Et le pont que je disais très très fin, il est pas très plat non plus. Je sais pas s'il a été déformé au cours d'assemblage ou c'est comme ça d'origine, je sais pas trop. Et pour ceux qui me l'avaient déjà demandé dans les anciennes vidéos, j'ai refilmé encore, j'ai réussi sans trop de mal à faire la lubrification de l'échappement. Le pont de la roue, justement, il est bien ouvert, ça permet d'accéder visuellement très facilement à ça. Donc je me suis dit c'était l'occasion de le refaire. Donc une goutte sur une des palettes, on fait défiler quelques dents, on recommence ça et jusqu'à temps qu'il y en ait sur toutes les dents de la roue d'échappement et on passe à la pose du balancier. Donc j'avais armé un tout petit peu le mouvement, comme ça permet de, quand on positionne, si le balancier tourne, on peut se permettre de visser et on peut remettre l'inca en place. Suspense à chaque fois que je remettais la lyre, comme d'hab. Et après on peut huiler le rouage. Donc de la HP 1300 pour la roue de centre et la roue de moyenne. Et une goutte de 9010 pour la roue d'échappement. Même chose côté platine. Ça tremble encore un peu. Après c'est beaucoup zoomé, hein, Puis je tremble, j'ai toujours tremblé comme ça. Mais j'arrive à m'en sortir quand même. Pour ceux qui se posent la question. Bon, on arrive à la fin de l'assemblage du mouvement. On lubrifie juste le pivot de centre avec de la 9504. J'avais été un peu généreux sur la dose, donc j'en ai enlevé une partie, puis j'ai étalé un peu sur le tour de l'axe. Et ensuite, on peut clipser la chaussée. On vérifie que ça tourne bien, qu'il n'y ait pas de point dur ou que ça soit justement trop léger. Et on peut passer au réglage. Donc avec un angle de levée de 56 que j'ai trouvé sur un site, pareil, je dois avoir fait un article sur le site pour ça. On a un repère de un peu plus de 2, donc on commence par régler ça. Une fois qu'on a le résultat, ah voilà, j'ai touché le balancier, donc la mesure s'arrête. On laisse repartir. Le repère 0,2, ça me convient très très bien. On peut le mettre à 0, il n'y aura pas beaucoup d'incidence entre 0,2 et 0,5. Même suivant les mouvements 0,8, ça pose aucun problème. Et ensuite, on règle la marche. Donc on déplace la raquette, on voit que la valeur diminue et que la ligne sur le graphique est de plus en plus plate. En gros, quand elle monte, on est en positif, quand elle descend, en négatif. Et voilà sur les 6 positions ce que ça donne. On a une marche moyenne de 5 secondes par jour, un delta un petit peu grand de 25 entre les différentes positions, et une amplitude moyenne de 244 degrés, donc c'est très correct.
on pourrait faire mieux. Je voulais pas prendre trop de risques non plus, j'ai pas forcément de composants de rechange. Alors on peut passer à la suite avec la dernière pièce à mettre sur ce mouvement, la roue des heures. Je suis venu mettre une très petite quantité d'huile 1300, HP 1300 sur la chaussée. On remet le clinquant avant d'installer le cadran, qui est vraiment très joli avec des index polis et cadran soleillé. On vient serrer les vis de fixation de cadran de chaque côté du mouvement. On sort la tige de remontoir pour pouvoir remettre le tout dans la boîte. Décidément, mes cheveux, vous les verrez à chaque fois, à chaque vidéo, je pense. On peut remettre la carrure en place. On retourne. C'était pas nécessaire de retourner, hein, j'aurais pu remettre la tige directement en place avec le mouvement de l'autre côté. De toute façon, je vais être obligé de le retourner pour fixer justement la tige. Donc on met la tige en premier, ça permet de centrer bien le mouvement comme il faut dans la boîte avant de le fixer avec les deux vis de fixation. Ensuite, je viens reposer le joint que j'ai graissé au préalable sur le fond. Donc on fait attention de ne pas mettre de gras sur la vitre. D'ailleurs, j'avais passé un temps fou à les nettoyer les deux. Pas mal de poussière chez moi, malheureusement. Donc ça m'a pris pas mal de temps avec les petites baguettes, c'est super pratique. Avec le fond ouvert plus le cadran, ouais, faut rien laisser, ça se voit assez vite aussi. Je recentre le fond et on peut mettre les vis. Là, j'en remets que deux, comme ça me permet de maintenir le fond puis de vérifier, bien contrôler qu'il n'y ait pas de poils ou de poussière ou quoi que ce soit qui soit visible. On peut retourner le mouvement, on fait un coup de nettoyage sur le cadran pour enlever tout ce qui traîne et on peut passer à la pose des aiguilles que je trouve vraiment vraiment jolie. Là, on voit bien les deux parties avec le reflet de la baguette que sur une moitié d'aiguille, le côté poli à droite et le côté sablé. Je les trouve vraiment magnifiques. Et puis ça ne s'est pas déformé comme je parlais au début avec ces aiguilles dauphines. Ça s'est assemblé vraiment parfaitement. Donc très content aussi là-dessus. Et là, je vous montre un petit passage de mon nettoyage. À la fin, j'arrivais plus à savoir si la poussière était devant, derrière. Bref, une fois que j'ai fini le nettoyage, je pose le joint. Et là, le joint tombe sur le verre. Je suis content, j'ai le droit de recommencer mon nettoyage. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Bon, une fois cet épisode passé et le verre bien nettoyé, je peux remettre en place la lunette. D'ailleurs, je l'ai remise à l'envers par rapport à la fois où je l'ai reçue. J'avais pas fait attention tout de suite, mais il y a une petite marque un peu à gauche de midi qui était au niveau des 6 heures en bas à l'origine. Mais je remettrai ça en ordre avant de la rendre à son propriétaire. On arrive à la fin, plus que les vis de boîte à mettre, celles qui viennent maintenir la lunette en place. On recontrôle tout pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit resté entre le verre et le cadran, ou côté mouvement aussi. On remonte la pièce. Et voilà une montre qui est repartie pour une petite dizaine d'années avant la prochaine révision, à moins d'un gros problème entre-temps. Très bonne chose de fait, et vraiment une magnifique pièce. Plus que le bracelet à remettre en place avec la boucle, et on va rendre cette montre à son propriétaire, même si je l'aurais bien gardée pour moi. Ah oui, j'ai fait un petit test de la réserve de marche, elle est 36 heures pour 35 heures annoncées, donc on est dans les clous. Et on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, un max de likes
commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!